J'ai souhaité vous parler de l'œuvre et de l'homme qui était Roger Bodard, dans la mesure où Roger Bodard, qui fut membre de notre académie, est né en 1973 et donc en 2023, nous commémorons le 50e anniversaire de sa disparition. Et à cette occasion d'ailleurs, les archives et musées de la littérature viennent de sortir un ouvrage important qui permet de comprendre un petit peu les liens et la teneur des œuvres de cette trilogie familiale qui rassemble Roger Bodard, Anne Richter et Florence Richter. Je cite Roger Bodard d'entrée de jeu parce qu'il me semble que c'est un élément important qui caractérise l'homme qu'il était. C'est cela, dit-il, que j'ai le plus aimé au monde, cet or qui échappe aux banques, ce merci à la création que si peu d'hommes savent dire, que si peu savent entendre. Derrière une œuvre, il y a toujours un homme, et c'est très distinctif, façonné par les impressions reçues dès l'enfance et sa pensée magique. À ses origines, la vie apportera ses alluvions, les multiples sédiments qui donneront naissance à une pensée, à une éthique, un ton, un style. Roger Bodard est né en 1910 à Falmignoul, à la lisière de la vallée de la Meuse, de l'Ardenne et de la Falaine. Et son enfance aurait été marquée au sein de cette région boisée, à la fois âpre et verdoyante, qui forme une dépression naturelle délimitée par le Condro au nord, l'Ardenne au sud-est et la Fagne à l'ouest. Falmignoul est situé dans un triangle géographique dont les angles s'appellent Dinan, Borin et Wolsor. C'est un village implanté dans la vallée du ruisseau de Falmagne, la Prée, de part et d'autre de celui-ci et sur le versant ouest où se trouve le centre de l'entité et son habitat du XIXe siècle regroupé autour de l'église. La forêt et l'arbre sont un thème récurrent dans l'œuvre de Roger Bodard. Je cite « La forêt, forêt d'Ardenne, forêt d'Afrique, forêt de soigne, avec ses arbres, ses pierres et ses ruisseaux, représente pour Roger Bodard ce monde à distance du siècle et le lieu d'une genèse perpétuelle. » Dans l'observation des cycles de la forêt, Bodard aperçut cette grande énergie vitale qui génère en ses métamorphoses le cycle de la nature et de l'être. Et comme Saint Bernard, Bodard a dit qu'il avait appris des arbres plus que ce que lui ont enseigné les hommes, car l'arbre, symbole d'un lien solide entre le très bas et le très haut, vecteur immémorial et universel du sacré, est au sein d'un monde aux perspectives fuyantes et fragiles, le totem qui relie l'homme au monde divin, un symbole à la fois d'éternité et de passage du temps. Pour Bodard, dans la forêt, le minéral et le végétal ont partie liée, avec d'ailleurs les signes de l'air et de l'eau. Une grammaire poétique significative y prendra source, qui irriguera tant la création des images que la réflexion critique du poète. Si l'arbre est un élément central dans l'œuvre du poète, la pierre en est un autre. Je cite « J'ai toujours aimé les pierres. Enfant, mes poches en étaient pleines. Homme, il m'est arrivé de porter sur moi pendant des années une améthyste trouvée dans la brousse rwandaise, un cristal arraché du sol des grisons, un galet curieusement poli par la vague. Je ne les aimais pas seulement pour leur beauté, elles m'accompagnaient en amie, mieux, en conseillère, en protectrice. » Pour Bodard, la pierre est un talisman. Le minéral et l'eau
sont liés dans l'environnement natal du poète. Le ravin du Kolebi à Falmignoul est connu par ses marmites naturelles qui constituent une curiosité géographique et par ses grottes qui ont livré des ossements humains remontant à l'âge du néolithique. Bordée au sud-est par la Calestienne, parfois considérée comme une sous-région de la Famenne, bien que son sous-sol soit d'origine et d'époque différentes, la Famenne est constituée principalement de schistes formés lors du Dévonien supérieur, alors que la Calestienne est composée de calcaire issu du Dévonien moyen. Dans cette bande calcaire, la Lesse et la Lomme ont formé des grottes impressionnantes, les grottes de Han, les grottes de Hoton et la grotte de Lorette à Rochefort en sont les meilleurs exemples. L'eau serpentant entre les affleurements schisteux ou ces gouffres creusés par le travail des rivières et de leur résurgence dans les roches calcaires caractéristiques de cette région du cœur de la Wallonie est à la fois un symbole d'écoulement mais aussi de forage intérieur. Par extension et mimétisme, on peut imaginer que les rivières souterraines, qui font de multiples détours pour éviter les obstacles d'un sol difficile, ont enseigné à Roger Baudard la longue patience et l'acceptation du destin, afin de pouvoir un jour renaître dans un autre lieu. Après le déménagement de la famille Baudard à Bruxelles, la forêt de Soignes, que l'on appelle parfois la Hétrée cathédrale, reliquat de l'immense forêt qui couvrait la plus grande partie de l'Europe occidentale, environ 3000 ans avant Jésus-Christ, et dont l'étymologie serait liée au nom celtique Senne, Senna ou Sunia, c'est-à-dire eau calme, succédera dans l'imaginaire de Roger Baudard au bois familier de la Famenne. Ce remarquable ensemble forestier abrita l'ermitage monastique de Ruysbroek l'Admirable. Considéré parfois comme un disciple de maître Eckhart, il tient une grande place dans le courant de la mystique rhénane. Ses ouvrages, inspirés par les doctrines du pseudo-Denis l'Aéropagite, sont écrits en moyen néerlandais et ont été publiés en latin par Surius à Cologne en 1552 et réimprimés ensuite en 1609 et en 1692. De la forêt de Falmignoul à l'ermitage de Ruysbroek, au cœur de la forêt de Soignes, le poète est pénétré par le mystère profond de la vie. Un cœur boisé battra toujours dans la poitrine du voyageur, que ce soit ici ou en Afrique, puis en Amérique. Son rythme aérien appelle la révélation, comme il inspire ces mots du poème Ulysse. Ce chant, que je croyais un souffle dans les hêtres, c'était déjà sa voix. Et lorsque je dormais, cette main m'entraînant la nuit vers les sommets, plus haut, toujours plus haut, dans le froid, dans la neige, cette main implacable et si douce, savais-je que c'était, oui, déjà, sa main qui me menait? Ah, qu'il vienne au milieu des genêts, toi l'herbe, toi le vent, la source, toi l'ombre. Dites-lui que j'attends depuis des jours sans nombre. Dites-lui que depuis que je suis né, j'attends tellement que je crois déjà bien le connaître. Le voici qui me dit, dans un instant peut-être. Et j'écoute, ô mon âme, et j'écoute, et j'entends. Notre modernité a fait d'Ulysse l'homme d'un désemparement intérieur, le personnage métaphorique d'une errance et de la fugacité du destin, un voyageur en quête d'unité retrouvée. Il apparaît comme un double du poète dans toute l'œuvre de Roger Baudard, marquée par une dimension spirituelle indéniable. Yves Namur, dans l'étude qu'il consacre au poète, dans le volume collectif édité par les archives et musées de la littérature, souligne à ce propos que Baudard, dans Les Mains tendues, voyait déjà la poésie comme, je cite,
le poète comme, je cite, un bâtisseur de Carmel. Dans le texte de réflexion liminaire à son poème « La tapisserie de Pénélope », le poète s'interroge sur la poésie en constatant l'impossibilité à en cerner l'essence. Mais comme Dieu est dispensateur de vie, la poésie est un phénomène traduisant un au-delà de la réalité, une ouverture fondamentale sur l'être, ainsi que le pensait Rilke. L'exploration, dont le poète donne de nombreux témoignages à travers les thèmes de sa poésie ou de ses récits et essais, suppose une attitude d'ouverture et de risque. On ne peut mieux dire cette attente mystique, cette approche du divin à travers la phénoménologie de la nature qui consiste à s'en remettre à l'humilité et à l'attente pour gagner cette vertu considérée comme essentielle à la fusion avec Dieu par Maître Eckhart, le détachement. L'homme accède en effet à la béatitude par la contemplation et seul le détachement permet à l'homme de l'atteindre par un triple renoncement. Renoncement à la concupiscence de la chair, à la convoitise du savoir et au désir de dominer. Dans ce détachement, devient-il un intellect abstrait, impersonnel? Cesse-t-il d'être un moi? Apparemment, puisque Dieu seul pourrait dire « moi » selon Eckhart. Mais en réalité, pas du tout, car le sermon 52 où est traitée cette question a été prononcé pour la fête de tous les saints, unis à Dieu sur le modèle du Fils avec son Père, une seule essence, mais deux personnes. Dans son instruction spirituelle, Eckhart soutenait que, je cite, « la connaissance, c'est l'expérience que fait l'homme de l'unité qui unit tous les hommes ». Sont réunies ici deux notions essentielles qui alimenteront la pensée et l'œuvre du poète, la quête de l'unité et la présence de l'autre en soi. Cette source de l'être qui hante Roger Baudard, dont il pose dans son œuvre critique les différentes interrogations au contact d'autrui, est aussi l'objet du poème le plus connu de l'auteur, La route du sel. Ce recueil évoque une métamorphose, la destruction du monde et sa renaissance, autant que la transformation d'un homme ou la création d'un poème. La route du sel qui s'ouvre et se referme sur l'évocation d'une figure double, puis multipliée, avant d'être à nouveau réunie. Conte en des vers haletants d'une grande modernité, une préhistoire initiatique, une forme de genèse, d'engendrement, de destruction et de partition, puis de réunification avec le tout. La partition de l'unité originelle, cette expérience de la douleur, cette mise à distance, permet à l'être humain d'échapper à son moi pour s'ouvrir à l'autre et s'identifier à l'univers. Chez Baudard, comme chez d'autres poètes, l'exercice de son art est donc un exercice spirituel. Et cet exercice n'est d'ailleurs réductible à aucun dogme, quel qu'il soit. Ce désir du retour aux origines, dont témoignent deux des grands poèmes baudardiens, Ulysse, dans la tapisserie de Pénélope, et La route du sel, est un des thèmes essentiels des dialogues, où le poète aborde, sous forme de récits, de relations de voyage et d'essais, un certain nombre de questions qui traversent et étayent aussi son œuvre poétique. Celle-ci, d'ailleurs, se compose parfois de commentaires en prose, articulés à des formes poétiques classiques, qui unissent sensibilité, émotion, métaphore et réflexivité. Au fond, deux lignes musicales sont à l'œuvre formellement chez Roger Baudard. Chez le poète, les vers sont quelquefois soutenus par des préludes explicatifs ou entrecoupés de parties en prose. Chez l'essayiste, la critique utilise souvent des sujets métaphoriques présents dans le poème.
Ces deux lignes mélodiques ont un thème général commun, l'ontologie. Bodard, dans l'essai qu'il consacre à Marcel Thierry, écrit d'ailleurs à propos de l'usage du mot en poésie, que le poète, je cite, « s'il le cultive, ce n'est pas par amour du mot, mais par désir de faire surgir une explication de son univers intérieur. » Et à propos de Maeterlinck, Bodard précise « Cette attente d'un bond de l'homme au-dessus de lui-même était l'un des grands rêves de Maeterlinck. Ce fut un des grands rêves de son temps. Ce que certains appellent le pessimisme de Maeterlinck n'est-il pas un désir d'en finir, non avec la difficulté d'être, mais avec ce malaise que nous éprouvons à n'être qu'un homme, alors qu'une vocation nous tourmente secrètement, nous dit que notre royaume n'est pas de ce monde et que nous n'existons vraiment qu'à la fin de cette longue agonie, de ce long accouchement qu'est la vie. Dans l'exercice de la poésie, comme dans sa réflexion sur la peinture, car Roger Bodard consacra des monographies à des peintres comme Georges Gérard, Antoine Wiertz, Léon de Vos, Suzanne Van Damme, Jacques Maas, Idel Jankélévici, Albert Crommelin ou Edmond Dubrinfo. Roger Bodard considère que l'essentiel du travail consiste à opérer une jonction entre sa vision personnelle, individuelle et donc limitée, au grand flux de l'être en ses constantes métamorphoses, de creuser l'expérience et la conscience personnelle pour y saisir l'essence de l'universel. Il y a donc dans cette conception de l'art comme un mouvement de tissage, de navette, de trame, de va-et-vient entre l'individu et le tout, dont rend bien compte l'image de la tapisserie de Pénélope, à laquelle font écho les voyages et l'errance d'Ulysse dans le poème du même nom. L'errance archipélagique d'Ulysse et les tissages et détissages continuels de Pénélope se répondent comme la double figure d'un éternel recommencement. De plus, le poème Ulysse est précédé de notes liminaires introduites par cet exergue de Platon, je cite, « Penser, c'est pour l'âme s'entretenir en silence avec elle-même. » On retrouvera cet appel au silence dans le poème qu'il lui dédie et qu'il écrit après la mort de son père, moment toujours initiatique dans la vie d'un homme. Je cite. Depuis qu'il a fui dans la nuit, qu'il va son chemin sous la terre, c'est autrement que je vis. Cet air neuf et si vif, c'est lui qui bouge en moi, et j'ai depuis une autre façon de me taire. L'influence du néoplatonisme est perceptible chez le poète. Pour Bodard, le poème est une trace des origines où l'homme et le cosmos ne font qu'un, comme l'arbre est une image fractale de la forêt. Le désir du retour à l'unité et notre besoin de nous accomplir comme êtres humains sont liés. Cette question est abordée dans les textes formant un archipel épistémologique, les réflexions critiques de la tapisserie de Pénélope, où il nous livre des clés sur sa conception et sur le rôle du poème, la question du racisme et de l'altérité, les dialogues européens, les dialogues africains, Mésamérique et les dialogues israéliens. Ils éclairent les sources de sa pensée. Dans les premières pages de Le Tour, Roger Bodard évoquait ainsi son enfance à Bruxelles, je cite. Entre 7 et 12 ans, j'ai vécu dans un ancien béguinage au pied d'une église dont Baudelaire aimait le style baroque et la blancheur. Dédiée à Saint Jean-Baptiste, elle formait le moyeu d'une roue vers lequel convergeaient 7 rues, toutes construites de même et revêtues du même jaune, bordées à hauteur d'homme de noir. Un square planté de faux acacias,
séparait l'infirmerie et l'hospice des vieillards de l'orphelinat où j'habitais. Son père, jusque-là instituteur du village de Falmignoul, avait été nommé en 1917 directeur d'un orphelinat de la ville de Bruxelles pour enfants trouvés, où étaient aussi accueillis des vieillards abandonnés, ainsi que des enfants prématurés. Il nous confie l'impression durable que lui procura la fréquentation de ces enfants et de ces vieillards, une compréhension de la différence et de la monstruosité, un sentiment de proximité avec ce qui nous est de prime abord apparemment étranger. Cette impression semblable à un brutal déciment, à un coup de foudre, écrit-il, lui révèle, je cite, « un monde larvaire où l'embryon n'a pas la dureté du noyau, c'était un carrefour d'existence à qui l'existence tournait le dos. » Roger Baudard y prend conscience d'une dualité sociale et existentielle, de la souffrance qui s'introduit au cœur d'un univers jusque-là protégé. Il dit « J'ai exploré plus de gouffres à l'orphelinat que dans mes Ardennes, et j'ai bien failli m'y rompre plus que les os. Je ne raconterai jamais ce que m'ont appris ces fauves captifs qui rongeaient rageusement leurs barreaux. Je n'avouerai aujourd'hui que certaines inquiétudes qu'ils firent se lever dans mon cœur. » Il décrit cette antichambre de l'enfer située au cœur d'un ensemble dont le noyau privilégié est le foyer familial. Je cite. « Ainsi s'écoulait une enfance entre l'antichambre de la vie et celle de la mort. En face de moi, ceux qui naissaient avec difficulté et ceux qui mouraient dans la disgrâce. Chez moi, l'entre-deux, ceux qui étaient puissamment plantés dans le monde et puissamment refusés par lui. Je réfléchissais assez peu à ces choses, elles entraient en moi et je les conservais dans mon cœur. Après les eaux vives de mes rivières, les eaux mortes de ce marécage étaient miennes. Difficilement, je me frayais un chemin dans cet univers étranger que ma vocation pèlerine transformait vite en un monde familier. J'allais de la puanteur à l'air pur, comme la source, sans s'y perdre, passe à travers l'eau croupissante d'un marais. La confrontation précoce au cœur d'une unité rompue entre soi et l'autre explique sans doute le rejet viscéral de Roger Baudard pour les exclusions, le racisme, l'antisémitisme, et justifie une curiosité sans cesse en éveil pour les autres cultures et leur singularité, dont témoignent plusieurs de ses textes et récits critiques, tels les dialogues africains, Mésamérique et les dialogues israéliens. Ce faisant, Roger Baudard est non seulement un témoin pour son temps, mais pour le nôtre, où la résurgence du racisme et de l'antisémitisme ne laisse pas d'inquiéter. La question du racisme et celle de l'antisémitisme sont intimement liées. Elles le sont aussi à la notion de génocide qui, je cite, est un crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Sont qualifiées de génocide les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence mettant en péril la vie du groupe, les entraves aux naissances et les transferts forcés d'enfants qui visent à un tel but. Le XXe siècle a connu plusieurs génocides. Le tout premier, celui des Herero et Nama, dans le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie, puis des Arméniens par les Turcs, des Juifs d'Europe durant la Shoah, des Tutsis du Rwanda aux Rohingyas de Birmanie plus récemment. L'histoire contemporaine est incontestablement marquée par celle des génocides, où l'autre est éradiqué non pour des raisons seulement militaires ou économiques, mais parce qu'il est précisément autre. Un contemporain de Roger Baudard, le poète, romancier et essayiste belge, d'origine polonaise, David Scheinert, n'évoque pas seulement dans son œuvre la déportation. Il fut aussi très engagé dans les combats antiracistes et pacifistes. David Scheinert
je me permets cette petite remarque, fut l'époux de la poétesse Suzanne Servet. En 1914, le papa de Suzanne Servet, boulanger à Andenne, fut abattu par les troupes allemandes qui saccagèrent la ville. Naturalisé belge en 1939, David Scheinert est tenté à la fois par le marxisme et le sionisme, mais l'invasion et l'occupation, à partir de 1940, marquera le début d'une époque tragique. C'est à ce moment que David rencontre Suzanne, qui va l'abriter et le protéger des chasseurs de juifs, allemands et collaborateurs. Les parents et le frère de David sont arrêtés en 1943 et déportés à Auschwitz, d'où ils ne reviendront pas. Scheinert soutient que le combat contre le fascisme et le nazisme doit englober la dénonciation et le refus de toute oppression sociale, économique, religieuse, culturelle et politique. Ce pourquoi il s'oppose ainsi au fondamentalisme juif. Il écrit « La Torah est tombée des mains dévotes et les généraux sont devenus des guides, et seul gémit comme une mère dont les fils sont morts, la muraille millénaire que caressent les vieux, les faibles, les trop forts. Où sont les justes ? Sur les plateaux du juge, deux hommes ivres se balancent, mais où est le crime et où l'innocence ? Il dénonce la condition et l'exploitation des Noirs en Amérique, le colonialisme des grandes puissances vis-à-vis des peuples qu'ils oppriment, et dans son poème, David Scheinert, Échec à la jungle, prend position de manière anticipatrice sur certains mouvements contemporains. Je cite « Le temps où le noir n'était qu'un volatile apeuré et tremblant, qu'on égorge et qu'on plume, le temps où le noir ne valait pas une thune, le temps où le noir faisait votre fortune, ce temps colonialiste, ce temps est révolu. » En 1962, Scheinert lance une enquête auprès des écrivains belges et la publie dans le quotidien Le Soir. Que pensent du racisme les écrivains belges ? Roger Bodard y participe en y soulignant, je cite, qu'il faut atteindre un certain degré de civilisation pour accepter que l'autre soit autre. Bodard est curieux de tout ce qui est différent. Il écrit « D'instinct, je vais à l'autre parce que j'aime manger des nourritures nouvelles, qu'elles soient intellectuelles, morales ou terrestres. Devenir juif avec les juifs, grec avec les grecs, etc. Quant à mon comportement de citoyen pendant la guerre, j'ai fait dans ce domaine ce que j'ai pu, je le fais encore. Je combats par les cris et la parole tout ce qui peut opposer l'homme à l'homme. Lancer des ponts de race à race a été mon unique souci. J'entends par race toute famille d'êtres dans l'ordre du sang ou de l'esprit. Le respect de l'autre est chose infiniment rare. Il va beaucoup plus loin que la tolérance. En face d'un homme d'autre couleur de peau ou de pensée, il faut se dire d'abord « Voilà l'homme, mon frère ». Ensuite, s'il pense autrement, si sa pensée ou sa manière de vivre me heurte, ce n'est pas nécessairement parce qu'il pense mal ou se conduit mal, c'est parce que ses normes ne sont pas les miennes et elles sont peut-être meilleures que les miennes. En pensant cela, je tue en moi l'Eichmann qui se mettait à bouger dans mon sang, qui se mettait à juger, à condamner, à supprimer l'autre. La pensée œcuménique de Roger Bodard est perceptible dans le texte d'un livre qu'il ne put écrire complètement et dont quelques pages furent publiées en revue, la revue Synthèse, en août-septembre 1952. Dans ces pages consacrées à Israël, nous retiendrons d'abord l'intérêt de Bodard pour la fondation d'un État sur la terre de leurs ancêtres en Palestine pour les Juifs, jusque-là confrontés à l'errance et à la dispersion. Dans La cueilleuse de rosée, il déclare à la jeune israélienne originaire de Londres
qui occupe le siège proche du sien dans l'avion les menant à Tel Aviv, que, je cite, « Ce qui m'attire là-bas, ce ne sont pas seulement les croisades d'autrefois, c'est aussi celles d'aujourd'hui, qui rassemblent les membres épars d'Israël et qui les ramènent dans la terre promise. Ceci aussi m'a beaucoup fait rêver. Je veux voir le juif errant ayant retrouvé sa patrie après 2000 ans d'exil, de persécution, de nostalgie. » S'il ne peut s'empêcher d'évoquer la première croisade menée par Godefroy de Bouillon, seigneur ardennais devenu roi de Jérusalem, et l'impression que lui fait la contemplation des murailles de la ville, c'est toutefois la notion d'une unité perdue et retrouvée qui occupe sa pensée. Comme par ailleurs le mouvement des kibbutzim, qui témoigne de la naissance d'un juif nouveau. Je cite, « Juif nouveau qui méprise l'argent, qui se méfie des jeux de l'intelligence, qui est mi-colon, mi-soldat, qui ignore les distinctions sociales, les castes, un juif qui est fort différent du juif que nous connaissons habituellement, de l'errant perpétuel. Le temps des lamentations est passé, celui de l'action est venu. » Les propos de Roger Baudard doivent être reliés au traumatisme éprouvé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, le contexte qu'il dépeint est plus philosophique que politique, car il fait l'impasse sur les ressorts historiques et le cadre politico-militaire qui, de manière violente, présida en 1948 à la création de l'État d'Israël. Dans ce livre qu'il n'a pu achever, se manifeste toutefois une pensée constante. L'aspiration à l'unité, un idéal du multiculturalisme, le souci de l'action, l'intérêt pour autrui, valeurs que Baudard illustra tant dans l'élaboration de son œuvre que dans son parcours socio-professionnel. Et je vous invite à relire sa notice sur le site de l'Académie à ce propos. Jérusalem est décrite comme une nouvelle Babel par le vieil anglais que le poète rencontre devant les murs de la ville. Malgré les tensions existant entre les communautés juives et arabes, il lui indique que la Palestine est un point de rencontre à mi-chemin de l'Asie et de l'Europe, et que, vu du dehors, Jérusalem est, je cite, un roc que viennent battre toutes les marées de l'esprit, des races, des intérêts. Mais, je cite, enserrée dans ses murailles, elle est l'image de l'unité. Et c'est parce que Jérusalem est le lieu, je cite, de toutes les stratifications, de toutes les confrontations, que la diversité et les oppositions, les différences et les déclinaisons multiples de l'âme humaine y sont le ciment paradoxal d'une unité et d'une quiétude spirituelle. Je cite Roger Baudard. Ici, dit-il, l'Occident et l'Orient non seulement s'affrontent, mais en s'affrontant apprennent à se connaître. Ce haut lieu est un Olympe où dialoguent les divers visages que l'homme donne à Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas d'histoire plus sainte que l'histoire de Jérusalem. Quant à la coexistence chez un homme entre l'action et la contemplation, Roger Baudard conclut son ébauche par une réflexion qui a valeur morale. Agir sans être capable de recul n'est pas approprié ni souhaitable. Entrer dans la ville, comme il l'exprime, c'est-à-dire métaphoriquement se jeter dans l'action, ferait que, je cite, « peut-être les arbres vous empêcheront-ils de voir la forêt ». Une certaine forme de distanciation et de réserve, de lucidité vis-à-vis du sens des actions humaines est nécessaire pour ne pas perdre, selon Roger Baudard, la vision de l'essentiel. Il dit « Si, dans cette retenue, vous trouvez la plénitude, si vous préférez à la possession la contemplation, vous posséderez la seule Jérusalem qui compte, celle qui se dresse non au sommet d'une montagne, mais dans le cœur. » On le voit à travers ces deux textes, l'un évoquant l'enfance, le tour, et l'autre les dialogues israéliens, écrits inachevés.
la forte cohérence d'une pensée systémique du soi et de l'autre n'a cessé d'animer le poète. Sa fille, Anne Richter, résume cette fidélité intrinsèque qui a donné sa couleur et sa portée à l'œuvre du poète par ces mots qui seront ma conclusion. L'art de Roger Bodard, enraciné dans la circonstance, l'a toujours dépassé pour faire référence à un lointain ailleurs, ancré dans l'événement, dans l'espace, dans le temps. Cette poésie où se concentre énergie physique et spirituelle devient, au terme de sa recherche, cette mémoire transfigurée dont parla Jean Cassou. Merci pour votre bonne attention.